69 ans sur cette terre et personne ne m'avait jamais fait me sentir aussi insignifiant que mon propre fils un vendredi soir à Paris. Pas mon premier patron qui me disait que je n'arriverais à rien. Pas la banque qui a rejeté ma première demande de prêt 3 fois de suite. Pas même mon ex-femme Sandrine qui m'a quitté pour son prof de spinning et qui a eu l'audace de garder le chien. Pas le cardiologue qui m'a dit à 52 ans que mon cœur devait ralentir. Pas l'associé qui a volé ma liste de clients en 1987 et m'a serré la main à la porte en sortant. Personne. Pas une seule fois. Pas en 69 ans. Jusqu'à Julien. Le gala était son idée. Naturellement, Julien Martin, mon fils, mon sang, ma plus grande réussite et ma déception la plus déconcertante, avait organisé une collecte de fonds caritative au Bristol. L'un de ces lieux incroyablement élégants de la rue du Faubourg Saint-Honoré où les lustres coûtent plus cher que les voitures de la plupart des gens et où le personnel vous regarde comme s'il était diplômé d'une meilleure université que vous. 600 € l'assiette, 200 invités, smoking exigé, la totale. Il m'a appelé 3 semaines plus tôt, la voix dégoulinante de cette marque particulière d'enthousiasme qu'il réservait aux choses qui lui profitaient directement. Papa, tu dois venir. Ça va être incroyable. J'ai besoin de ma famille là-bas. J'aurais dû savoir à ce moment-là. Julien n'avait pas besoin de personne. Julien avait besoin d'un public, mais c'était mon fils. Alors, j'ai repassé mon beau costume. Le bleu marine dont Sandrine disait toujours qu'il me donnait un air distingué. J'ai ciré mes chaussures. J'ai pris le métro depuis mon appartement de Boulogne-Billancourt parce que je refusais toujours de payer les prix du parking parisien par principe et je suis entré au Bristol à 19h15 un vendredi soir, me sentant sinon exactement fier, du moins présent. La salle était époustouflante. Je reconnais cela à Julien. Du cristal partout. Un éclairage doré tamisé, un quatuor à cordes dans un coin jouant quelque chose de Debussy. 200 des citoyens les plus satisfaits d'eux-mêmes de Paris sirotant du champagne et se racontant à quel point ils étaient généreux d'être venus. J'ai trouvé ma place, table 14, dont j'ai réalisé plus tard qu'elle était la table la plus éloignée de l'estrade, et je me suis présenté aux gens autour de moi, un couple de Versailles, un promoteur immobilier de Neuilly. Une femme nommée Patricia qui ne cessait de regarder son téléphone et de soupirer bruyamment. Des gens normaux, mon genre de personne. Julien m'a trouvé pendant l'apéritif, m'a serré la main comme si j'étais un collègue, et a dit papa tu as fière allure, content que tu aies pu venir. Avant que quelqu'un de plus important n'apparaisse par-dessus mon épaule et ne l'entraîne en milieu de phrase. J'ai élevé cet homme, et je pensais. J'ai préparé ses déjeuners. Je l'ai conduit à l'école sous la pluie. J'ai co-signé le bail de son premier appartement. Je suis resté seul dans les salles d'attente des hôpitaux à 2h du matin quand il avait 7 ans et qu'il avait une fièvre qui m'effrayait plus que tout ce que j'avais connu avant ou après. Et il m'a serré la main. J'ai pris un verre de vin. Puis un autre. J'ai mangé le pain parce qu'à 69 ans j'ai gagné le droit de manger du pain sans m'excuser. J'ai écouté 3 orateurs parler de programmes d'entrepreneuriat pour les jeunes dans les quartiers défavorisés, ce qui était sincèrement émouvant et m'a fait oublier brièvement que j'étais assis à la table 14 comme une pensée après coup dans l'histoire de mon propre fils. Puis Julien est monté sur scène. Il était incroyable là-haut. Je ne vais pas mentir. Grand, élégant dans son smoking, avec ce genre de confiance facile qui remplit une pièce sans demander de permission. Il tient ça de moi, en fait, bien que je soupçonne qu'il ait cessé de croire cela il y a longtemps. La foule l'a aimé immédiatement. Il a fait 2 plaisanteries, les 2 ont fonctionné. Il a parlé de la fondation avec une réelle passion, et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que c'est le Julien que j'ai élevé. Peut-être. Et maintenant, a dit Julien, souriant à la foule comme s'il était sur le point de révéler quelque chose de délicieux. Nous allons faire quelque chose d'un peu différent ce soir. La salle s'est penchée en avant. Combien d'entre vous ont un papa? Rire, main levée. Combien d'entre vous ont un papa ennuyeux? Plus de rire, plus de mains. J'ai souri poliment à personne en particulier. Eh bien, a dit Julien, se détendant légèrement, s'échauffant pour la performance comme il le faisait toujours quand une foule lui donnait un peu de terrain. J'ai apporté le mien ce soir. Il a pointé directement vers moi. 200 têtes ont pivoté vers la table 14 comme un seul organisme. Lève-toi papa. Oh non, je me suis levé.
Parce que faites-vous d'autre quand 200 personnes vous regardent et que votre fils tient un micro et sourit comme s'il avait inventé la comédie? Mesdames et messieurs, je vous présente Jean-Pierre Martin, retraité de Boulogne-Billancourt, adore la chaîne Histoire, se couche à 21h30, et a une fois décrit une visite chez le roi Merlin comme, et je cite, un samedi assez excitant. La salle a explosé. Un vrai rire, un rire chaleureux, le genre qui pense être inoffensif parce qu'il ne sait pas mieux. Je suis resté là et j'ai souri parce que 69 ans m'avaient appris que parfois sourire est la seule option digne qui vous reste. J'ai souri de la façon dont on sourit quand quelque chose vous coûte plus que ce que vous êtes prêt à montrer. Alors, voici ce que nous allons faire, a continué Julien, les yeux brillants par l'excitation du spectacle. Nous allons mettre aux enchères une soirée avec mon papa ennuyeux. Un dîner pour 2 offert par la Fondation. Qui veut mon papa ennuyeux? Nous allons commencer les enchères à 1 euro. Parce que honnêtement, il a fait une pause pour la plaisanterie, calculant son effet parfaitement. Cela semblait généreux. La salle a complètement perdu la tête. Quelqu'un à la table 3 a crié 1 euro et la foule a applaudi. Julien les a pointés du doigt comme un animateur de jeux télévisés qui n'avait jamais été aussi heureux de sa vie. 1 euro. 1 euro. Est-ce que j'entends 2 euros? Silence, encore des rires. J'étais toujours debout, souriant toujours. Quelque part dans ma poitrine, quelque chose de très vieux et de très calme prenait une décision. Une fois, a dit Julien de manière théâtrale. Et puis c'est arrivé. Depuis le fond de la salle. À la table 1, la table que j'avais remarquée plus tôt, la table la plus proche de la sortie, où un homme aux cheveux argentés dans un costume sombre était assis avec l'immobilité de quelqu'un qui n'a absolument rien à prouver. Une voix a tranché le rire comme une lame à travers le papier. 1 million d'euros. La salle n'est pas seulement devenue silencieuse, elle s'est arrêtée. 200 personnes, en plein mouvement, en pleine respiration, en pleine gorgée, se sont arrêtées. Le quatuor à cordes qui s'échauffait dans le coin pour la suite de la soirée s'est arrêté. Je suis presque certain que le lustre au-dessus de la table 7 a cessé de balancer. Le sourire de Julien n'a pas disparu immédiatement. Cela a pris environ 3 secondes, ce qui a semblé dans ce silence beaucoup plus long. Sa bouche est restée en forme de sourire pendant que le reste de son visage essayait de rattraper ce que ses oreilles venaient d'entendre. Je suis désolé, a dit Julien dans le micro, sa voix faisant quelque chose que je ne l'avais jamais entendu faire auparavant, muant légèrement. Quelqu'un a-t-il dit 1 million d'euros? L'homme l'a redit. Même volume, même ton, sans hâte, définitif, la voix d'un homme qui n'a pas l'habitude de se répéter et qui ne le faisait que par courtoisie. Il était déjà debout, cheveux argentés, costume sombre, pas de cravate, la fin de la soixantaine, peut-être le début de la soixante-dizaine, le genre d'homme qui occupe exactement l'espace qu'il occupe, et pas 1 centimètre de plus. Ce qui paradoxalement fait que chaque œil dans la pièce le trouve immédiatement. Je ne savais pas encore qui il était. Je veux être clair là-dessus. Moi, Jean-Pierre Martin, 69 ans, debout à la table 14 dans un costume bleu marine avec ma dignité ne tenant qu'à un fil, je n'avais absolument aucune idée de qui était cet homme ni pourquoi il venait d'offrir 1 million d'euros pour un dîner avec moi. Mais je l'ai regardé et il m'a regardé et quelque chose est passé entre nous que je ne pouvais pas nommer alors et que je trouve toujours difficile à décrire maintenant. Une sorte de reconnaissance entre 2 hommes qui ont passé leur vie à être sous-estimés et qui ont appris à être très, très patients à ce sujet. Julien s'est ressaisi. À peine. Nous avons 1 million d'euros, a-t-il dit dans le micro. Sa voix avait entièrement perdu sa qualité d'animateur de jeux télévisés. Adjugé au monsieur à la table 1. Je me suis assis. Patricia de la table 14 avait cessé de soupirer et me regardait avec une expression que je ne peux décrire que comme une réévaluation profonde. Le promoteur immobilier de Neuilly me regardait comme s'il aurait aimé s'être présenté plus longuement pendant l'apéritif. Le couple de Versailles se penchait l'un vers l'autre, chuchotant. J'ai pris mon vin, j'ai bu une longue gorgée. 69 ans, et je pensais. Pas une seule fois, mais maintenant j'étais curieux. J'étais très, très curieux. La soirée s'est poursuivie dans une atmosphère totalement différente. L'énergie dans la pièce avait changé. La chaleur confortable et d'autosatisfaction remplacée par quelque chose de plus électrique, de plus incertain. Les gens ne cessaient de jeter des coups d'œil entre moi et la table 1. Julien a terminé le reste de son programme avec un peu moins de superbe qu'il n'en avait au début, ce que j'ai noté sans rien dire.
Après la fin du programme formel, alors que les invités commençaient à se diriger vers le bar et les uns vers les autres, l'homme aux cheveux argentés a traversé la pièce vers la table 14. Les gens s'écartaient devant lui sans trop réaliser qu'il le faisait. C'est un genre particulier de présence, celui qu'on ne peut pas fabriquer, qu'on ne peut pas acheter et qu'on ne peut pas apprendre dans un livre. Il s'est arrêté à ma table, m'a regardé. Jean-Pierre Martin, a-t-il dit, pas une question. C'est exact, et je dis. Il a tendu la main. Maurice Beaumont. Je l'ai serré. Et même dans le bruit et l'électricité de cette pièce, j'ai senti le nom se poser quelque part de significatif dans ma poitrine. Parce que même à Boulogne-Billancourt, même pour un retraité de 69 ans qui se couche à 21h30, même moi je connaissais ce nom. Maurice Beaumont, fondateur du groupe Beaumont Capital. Le genre de société d'investissement privé qui ne faisait pas de publicité parce qu'elle n'en avait pas besoin. Les couvertures de magazines économiques refusées, les interviews déclinées. Le genre de richesse si établie qu'elle avait cessé d'être intéressante pour les gens qui la possédaient. Ce Maurice Beaumont. Je crois que nous avons un dîner à planifier, a-t-il dit. Apparemment oui, et je dis. Il a presque souri. Je demanderai à mon assistante de vous appeler demain. Il m'a tendu une carte, couleur crème, minimaliste, juste son nom et un numéro, et s'est éloigné à travers la foule, qui continuait de s'écarter devant lui sans s'en rendre compte. J'ai regardé la carte, puis j'ai regardé Julien à l'autre bout de la pièce, qui m'observait depuis le côté de l'estrade avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage de mon fils auparavant. C'était l'expression d'un homme qui vient de réaliser qu'il a peut-être fondamentalement mal interprété une situation. Bien, et je pensais. Reste avec ça. Je suis rentré en métro à Boulogne-Billancourt, je me suis assis dans ma cuisine, je me suis préparé une tasse de café, j'ai retourné la carte dans mes mains, et j'ai pensé, que veut exactement Maurice Beaumont d'un vieil homme ennuyeux de banlieue? Je ne le savais pas encore, mais j'avais le sentiment que j'allais bientôt le découvrir. L'assistante de Maurice Beaumont a appelé à 8h15 le lendemain matin. Son nom était Solène. Elle avait l'énergie calme et efficace de quelqu'un qui avait passé des années à être la première ligne de défense entre le monde et un homme très important. Et elle était extraordinairement douée pour son travail. Nous avons prévu un petit déjeuner le lundi suivant, dans un endroit du 8e arrondissement. Pas d'enseigne à l'extérieur, un menu sans prix. J'ai porté à nouveau le costume bleu marine. Maurice était déjà assis quand je suis arrivé. Costume sombre, pas de cravate, la même immobilité que lors du gala, cette immobilité que je reconnaissais maintenant comme la qualité particulière d'un homme qui avait cessé depuis longtemps d'avoir besoin de jouer la comédie pour qui que ce soit. Il s'est levé quand je me suis approché, m'a serré la main fermement, brièvement avec un contact visuel. Jean-Pierre. Maurice. Nous nous sommes assis. Le café est apparu sans que l'un de nous n'ait à demander. J'ai décidé immédiatement que j'aimais cet endroit. Je vais être direct, a dit Maurice, enveloppant ses deux mains autour de sa tasse. Je n'aime pas perdre mon temps, le mien ou celui des autres. Moi non plus, et je dis. Bien. Il m'a étudié un instant avec l'attention focalisée d'un homme habitué à évaluer les choses rapidement et avec précision. Alors je vais commencer par un nom, Michel Legrand. J'ai posé mon café. Je n'avais pas entendu ce nom prononcé à haute voix depuis 11 ans. Michel Legrand, mon plus vieil ami, mon colocataire d'université en 1974 quand nous étions tous les deux fauchés et ambitieux et absolument certains que le monde nous devait quelque chose, ce qui n'était pas le cas. Mais nous étions jeunes et avions droit à l'illusion. Il s'était assis en face de moi dans un bistrot de la rue de Rennes il y a 31 ans avec une serviette en papier couverte de chiffres et l'expression particulière d'un homme qui n'a plus d'options, mais qui n'a pas perdu la foi. Jean-Pierre, j'ai besoin de 50 000 € et de 6 mois. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je suis allé partout. Personne ne veut y toucher. Mais je sais que ça marche. Je le sais comme je connais mon propre nom. J'avais regardé la serviette. J'avais regardé Michel. Et j'avais pensé, cet homme ne m'a jamais menti en 30 ans d'amitié. Pas une seule fois. Je lui ai donné les deux tranquillement. Pas de contrat, pas d'accord de participation, pas d'avocat, juste une poignée de main et un virement de 50 000 € d'un compte dont Sandrine ne connaissait pas l'existence parce que Sandrine aurait dit que j'avais perdu la tête et elle n'aurait pas eu entièrement tort. Et je ne voulais pas avoir cette dispute parce que je savais déjà ce que j'allais faire. 6 mois plus tard,
la société de logistique de Michel Legrand a décroché son premier contrat majeur, un fabricant de taille moyenne à Lyon qui avait besoin d'une solution de chaîne d'approvisionnement que personne d'autre n'avait pensé à construire de la façon dont Michel l'avait construite. 2 ans après, son deuxième contrat, puis un troisième, puis un quatrième qui était si important qu'il a obligé Michel à embaucher 47 personnes en 3 mois. Au moment où Michel a vendu son entreprise il y a 15 ans, une transaction qui a fait la une des journaux économiques et généré un chiffre que je trouve toujours difficile à prononcer à haute voix, il valait 380 millions d'euros. Je vivais à Boulogne-Billancourt, retraité, regardant la chaîne Histoire. Nous avions un accord que Michel et moi avions établi bien avant que le succès n'arrive. Il avait proposé de me rembourser au centuple au fil des ans. J'avais refusé à chaque fois, pas par entêtement. Enfin, pas entièrement par entêtement, mais parce que ce que je lui avais donné n'était pas un prêt. C'était un pari sur un ami. Et je n'avais jamais eu besoin que le monde sache que j'avais fait ce pari ou que je l'avais gagné. Michel m'a parlé de vous il y a 6 ans, a dit Maurice. Nous mettions en place la structure d'investissement initiale pour ce qui est devenu le fonds Beaumont pour les infrastructures propres. Michel était notre deuxième investisseur majeur. Il en a fait une condition, pas une demande, une condition, qu'avant de finaliser quoi que ce soit, nous localisions un homme nommé Jean-Pierre Martin à Boulogne-Billancourt et lui fassions une offre. Je n'ai rien dit. Il m'a dit, a continué Maurice, qu'il y avait un homme qui avait financé toute son opération uniquement sur l'instinct et l'amitié et 50 000 euros. Il m'a dit que cet homme n'avait jamais rien demandé en retour, ni reconnaissance, ni remboursement, ni même une mention. Maurice a fait une pause. Il m'a dit que vous étiez l'homme le plus puissamment discret qu'il ait jamais rencontré. Michel a toujours trop parlé, et je dis. Maurice a souri, le premier sourire que je voyais de lui. Cela lui allait bien. Sans hâte, authentique, comme tout le reste chez lui. Il m'a aussi dit, a dit Maurice, que si jamais je vous rencontrais, je devrais faire attention, que vous étiez le genre d'homme qui en disait plus en ne disant rien que la plupart des gens n'en disent en une vie. Michel est très généreux. J'ai dit Michel est très précis. Maurice a dit je vous ai observé vendredi soir dernier. Toute la salle riait et vous étiez assis dans cette chaise comme un homme qui savait quelque chose que personne d'autre dans la salle ne savait. Il a soutenu mon regard. J'ai passé 50 ans à faire des affaires dans des salles remplies des personnes les plus puissantes de ce pays. Je connais ce regard. C'est le regard d'un homme qui a été sous-estimé tant de fois qu'il a cessé d'en être dérangé et a commencé à s'y intéresser. J'ai tourné ma tasse de café entre mes mains. Qu'est-ce que vous proposez exactement, Maurice, et je dis. Il a fait glisser un dossier sur la table. Une participation de 15% dans le fonds Beaumont pour les infrastructures propres. Aucun capital requis de votre part. Votre contribution a eu lieu il y a 31 ans. L'investissement de Michel, qui a constitué une partie importante de notre levée de fonds initiale, remonte directement à ce virement de 50 000 euros que vous lui avez envoyé en 1993. Sans cela, rien de ce qui a suivi n'arriverait. Le fonds le reconnaît. Il a fait un signe de tête vers le dossier. Les chiffres sont là-dedans. J'ai regardé le dossier, je ne l'ai pas encore ouvert. Pourquoi Michel ne m'a-t-il pas appelé lui-même, et je demandais. Parce que, a dit Maurice, il avait peur que vous disiez non par entêtement. Juste, et je pensais. Il n'a pas tort, et je dis. Il se trompe rarement, a dit Maurice. Ouvrez le dossier, Jean-Pierre. J'ai ouvert le dossier. Je ne m'attendais pas aux chiffres spécifiques imprimés sur la première page. Ce que je vous dirai, c'est qu'il y avait assez de zéro pour qu'un retraité de 69 ans de Boulogne-Billancourt reste assis très immobile pendant très longtemps et reconsidère chaque décision qu'il avait prise et qu'il avait menée à ce moment précis dans cette pièce précise avec un menu sans prix. J'ai fermé le dossier. J'ai besoin d'y réfléchir, et je dis. Bien sûr, a dit Maurice, et j'ai besoin de comprendre, et je dis avec précaution, pourquoi vous vous êtes levé lors de ce gala. Vous auriez pu appeler. Vous aviez mon nom. Vous aviez le lien par Michel. Vous n'aviez pas besoin d'enchérir 1 million d'euros devant 200 personnes. Maurice est resté silencieux un long moment. Il a regardé son café parce que, a-t-il finalement dit, votre fils vous a mis sur cette chaise et a donné la permission à une salle pleine de gens de rire de vous. Et je vous ai regardé encaisser cela avec plus de dignité que je n'en ai vu chez aucun homme en 50 ans de carrière. Il a levé les yeux et j'ai pensé que Michel avait raison.
Et je voulais que votre fils le voie. Qu'il voie que l'homme qu'il vient de qualifier d'ennuyeux avait quelqu'un dans cette pièce qui savait exactement qui il était. J'ai hoché la tête lentement. Considérez cela, a dit Maurice, comme une déclaration d'ouverture. Nous avons terminé le petit déjeuner. J'ai ramené le dossier chez moi. J'ai lu chaque page 3 fois. J'ai appelé mon comptable, un homme prudent et conservateur nommé Harold, qui n'avait jamais, en 30 ans de gestion de mes modestes finances, dit quoi que ce soit de distantement enthousiaste. Harold a dit Jean-Pierre s'il te plaît dis oui. J'ai appelé Maurice le lendemain matin. Je le ferai. J'ai dit une condition, nommez-la. Mon fils essaie d'obtenir un rendez-vous avec Beaumont Capital depuis 2 ans. J'ai dit je le sais parce qu'il l'a mentionné à Noël dernier. Les 2 fois j'ai fait semblant de ne pas entendre. Je ne veux pas que vous acceptiez ce rendez-vous. J'ai dit pas encore. Peut-être jamais. C'est votre décision commerciale, mais je veux qu'il sache pourquoi. Et Maurice a fait une longue pause. Jean-Pierre, a dit Maurice, et je pouvais entendre quelque chose dans sa voix qui aurait pu être de l'admiration et aurait pu être de l'anticipation et était presque certainement les deux. Oui, je pense que cela peut être arrangé. 6 semaines plus tard, un mercredi matin d'octobre, j'ai mis le costume bleu marine pour la 3e fois. C'était devenu mon costume porte-bonheur. Sandrine aurait détesté ça. Julien m'avait appelé le dimanche précédent. Voix décontractée, voix du dimanche, la voix qu'il utilisait quand il essayait d'extraire quelque chose sans paraître l'extraire. Papa, et, question au hasard. Tu connais Maurice Beaumont, du groupe Beaumont Capital. Et je dis, ce qui n'est pas un mensonge. C'est simplement un son. J'essaie d'obtenir un entretien avec son équipe depuis 2 ans. Personne ne passe. Littéralement personne. Mais j'ai entendu par un contact qu'il est actif ces derniers temps, qu'il accepte des rendez-vous. Et j'ai juste pensé, Julien a fait une pause. Tu ne connais personne qui pourrait le connaître, n'est-ce pas? Comme de ton ancien réseau ou autre chose. Je ne vois personne, et je dis plaisamment. D'accord. Ouais. Peu probable. Un temps. Et, tu devrais venir dîner bientôt. J'ai l'impression que je ne t'ai pas vraiment vu depuis. Il s'est arrêté. Il savait depuis quand. Bientôt, d'accord. Pas de colère. La colère s'était dissoute depuis longtemps quelque part entre le 8e arrondissement et Harold disant des mots qu'il n'avait jamais dit auparavant. Pas de satisfaction, pas encore. Ce que je ressentais, c'était de la patience spécifique, délibérée et finement mûrie d'un homme qui a été silencieux pendant 6 décennies et qui a finalement, soigneusement, décidé de parler. Maurice avait conçu la réunion avec la précision d'un homme qui comprenait que l'architecture d'un moment compte autant que le moment lui-même. Julien correspondait avec un associé junior de chez Beaumont Capital depuis 3 semaines. Un échange soigneusement géré qui donnait à Julien juste assez d'espoir pour se présenter préparé, juste assez d'incertitude pour le rendre nerveux, et juste assez de prestige pour qu'il vienne avec 2 membres de son conseil d'administration. Il avait apparemment passé la matinée de la réunion à dire à son assistante Renée que c'était la réunion la plus importante de sa carrière. Renée, que j'avais rencontré une fois et qui m'avait donné sa carte en disant avec une sincérité totale Monsieur Martin votre fils parle de vous plus qu'il ne le réalise, m'avait envoyé un message ce matin-là. Il est nerveux, a-t-elle écrit. Il a choisi sa tenue hier soir. Suis arrivé au bureau de Beaumont Capital sur l'avenue de l'Opéra à 9h15, au 43e étage. Le genre de vue qui vous fait sentir que la ville a été disposée spécifiquement pour votre bénéfice. Solène, l'assistante de Maurice, m'a accueilli à l'ascenseur. Monsieur Martin, elle était calme, efficace, excellente. Monsieur Beaumont vous fera entrer au bon moment. Il y a du café dans la salle latérale. Merci Solène. Elle s'est arrêtée à la porte de la salle latérale. Monsieur Martin. Monsieur Beaumont m'a dit de quoi il s'agissait pour cette réunion. Elle s'est autorisée le plus petit, le plus contrôlé des sourires que j'ai jamais vus sur le visage d'une professionnelle. Je travaille pour lui depuis 11 ans. Je ne l'ai jamais vu prendre autant de plaisir à préparer quelque chose. Elle est partie. Je me suis assis dans la salle latérale avec mon café et j'ai écouté. Julien est arrivé à 9h30. Je l'ai entendu dans le couloir, brillant, prêt pour la performance. La voix particulière qu'il déployait quand il avait besoin de quelque chose de quelqu'un d'important,
plus chaleureuse que sa voix habituelle, légèrement plus rapide, la voix d'un homme qui a répété. Cet espace est extraordinaire. Vraiment, nous avons admiré tout ce que Beaumont Capital a construit. Le fonds d'infrastructure, surtout la vision derrière cela est tout simplement remarquable. J'ai élevé cet homme, et je pensais. J'ai construit ce moment. Peut-être que ces deux choses ne sont pas sans rapport. La réunion a commencé. La voix de Maurice à travers le mur, mesurée, sans hâte, sincèrement curieuse de la fondation de Julien, de sa structure, de ses objectifs, de son modèle de financement. Julien a répondu, et je veux être honnête à ce sujet, mon fils est véritablement talentueux. Il parlait avec intelligence et clarté et une réelle passion pour le travail que sa fondation accomplissait dans les communautés défavorisées. Et j'ai ressenti cette fierté familière et compliquée qui m'a suivi à travers 35 ans de paternité. La fierté qui côtoie le chagrin d'être mal compris par la personne dont on est le plus fier. 22 minutes après le début de la réunion, Maurice a dit avant d'aller plus loin, « Il y a quelqu'un que j'aimerais faire entrer. Il a été impliqué dans notre fonds depuis le début, et je pense que sa perspective serait précieuse ici. » Une pause. « Bien sûr, » a dit Julien. J'ai entendu l'hésitation dans sa voix, le léger recalibrage. Qui d'autre venait? Solène a ouvert la porte de la salle latérale, m'a fait un signe de tête. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste, j'ai pris ma mallette, la vieille mallette en cuir que Sandrine détestait toujours, celle que je porte depuis 22 ans parce qu'elle a été partout avec moi et que je ne vois aucune raison d'en changer. Je suis entré dans la salle de conférence. Ce qui est arrivé au visage de Julien Martin dans les 4 secondes qui ont suivi est quelque chose que je porterai avec moi pour le reste de ma vie, et j'ai l'intention de vivre beaucoup plus longtemps juste pour continuer à le porter. D'abord la reconnaissance, c'est mon père. Puis la confusion. Pourquoi mon père est-il ici? Puis le début du recalibrage, l'arithmétique mentale commençant, l'addition de choses qui ne semblaient pas liées auparavant. Maurice Beaumont connaît mon père. Et puis la 4e expression, celle en dessous de toutes les autres, celle qu'un interprète essaie de réprimer et n'y parvient pas tout à fait. La compréhension naissante, glaciale, ébranlant les fondations, que quelque chose s'était passé dont il ne savait rien. Que le sol sur lequel il se tenait n'était pas le sol qu'il pensait. « Papa » a dit Julien. Sa voix est sortie à environ la moitié du volume qu'il avait prévu. Julien, et je dis, de la façon dont je l'avais dit chaque dimanche pendant 35 ans, plaisamment. Sans drame, je me suis assis en face de mon fils. Maurice était assis en bout de table et puis la porte s'est ouverte une fois de plus et Michel Legrand est entré. Mon plus vieil ami, mon colocataire d'université, l'homme que je n'avais pas vu depuis 11 ans. Qui était arrivé de Lyon la veille au soir et qui m'avait serré dans ses bras dans le couloir pendant un long moment sans parole qui disait tout ce qui devait être dit entre deux vieux amis qui s'étaient regardés devenir qui ils allaient être. Michel s'est assis à la droite de Maurice et a regardé Julien avec le regard calme et évaluateur d'un homme valant des centaines de millions d'euros, qui se souvenait de ne rien valoir. Julien a regardé Michel. Je l'ai vu reconnaître le nom. Je l'ai vu comprendre que l'homme qui avait construit l'une des entreprises de logistique les plus prospères de l'histoire française de ces 30 dernières années était assis en face de lui. Je l'ai vu commencer lentement, péniblement, comme un homme lisant une carte à l'envers et la remettant à l'endroit pour comprendre la forme de ce qu'il regardait. Julien, a dit Maurice, croisant les mains sur la table avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait dirigé 10 000 réunions et savait exactement comment celle-ci allait se dérouler. Je veux être transparent avec vous parce que je crois que la transparence est importante et parce que je pense que vous méritez de comprendre l'image complète de ce qu'est cette réunion. Julien a hoché la tête. La performance avait entièrement quitté son visage. Ce qui restait n'était que mon fils, 35 ans, paraissant soudainement plus jeune. Votre père et moi sommes associés, a dit Maurice. Une participation de 15% dans le fonds Beaumont pour les infrastructures propres. Ce partenariat a été finalisé il y a 6 semaines. Il a laissé cela infuser. Il a été établi à cause d'une décision que votre père a prise il y a 31 ans. Une décision que je ne détaillerai pas à moins qu'il ne choisisse de le faire, qui est fondamentale pour tout ce sur quoi ce fonds est construit. Ce n'est pas un mot que j'utilise à la légère ou généreusement. C'est le mot exact. Silence. Julien s'est tourné vers moi. Papa. Laisse-le finir, et je dis doucement mais assez fermement. Je veux aussi que vous sachiez, a continué Maurice,
que le travail de votre fondation est authentique et que votre proposition est solide. Votre équipe a fait un travail sérieux et dans des circonstances différentes, ce serait une conversation différente. Une pause. La pause spécifique d'un homme qui a choisi ses prochains mots avec grand soin. Mais j'ai été au courant de vos sollicitations auprès de Beaumont Capital depuis 2 ans, et j'ai pris la décision de ne pas accepter ce rendez-vous. Je veux que vous compreniez pourquoi, parce que je pense que vous avez mérité cette explication. Julien était complètement immobile. Ces 2 membres du conseil d'administration, que j'avais rencontrés environ 90 secondes plus tôt, étaient assis avec une qualité figée de gens qui ont réalisé qu'ils étaient témoins de quelque chose de privé et n'avaient aucune issue. Le soir où j'ai rencontré votre père, a dit Maurice, j'ai regardé un homme de 69 ans être placé sur une chaise sur une scène dans une salle remplie de gens qu'il n'avait jamais rencontrés par son propre fils et être transformé en une chute de plaisanterie. Et je l'ai regardé encaisser cela, encaisser chaque seconde avec plus de dignité et plus de grâce que je n'ai vu aucune personne en manifester en 50 ans de carrière. La voix de Maurice n'a pas monté. Elle n'en a jamais eu besoin. Je ne fais pas d'affaires avec des gens qui ne peuvent pas reconnaître la valeur de ce qui est devant eux. Et je ne fais pas d'exception à cela. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre la ville 43 étages plus bas. Michel Legrand regardait la table. Sa mâchoire bougeait très légèrement, comme elle le faisait toujours quand il essayait de ne pas sourire. Les yeux de Julien étaient humides. Mon fils, qui pouvait tout jouer, ne jouait plus maintenant. Sa mâchoire travaillait silencieusement. Papa, juste le mot dépouillé de tout le reste. Je n'ai pas. Je n'avais aucune idée. Je sais que tu n'en avais pas, et je dis. C'était censé être drôle. Je n'essayais pas de, Julien. Je me suis penché en avant, j'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé comme je le faisais quand il était petit et effrayé et qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui dire la vraie forme des choses. Je veux te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes comme je le pense, et non comme cela pourrait sonner. Il a attendu. Je n'ai jamais eu besoin que tu saches ce que je fais discrètement, et je dis. Je n'ai pas donné cet argent à Michel pour la reconnaissance. Je n'ai pas passé 31 ans à refuser le remboursement parce que je voulais être découvert. J'ai fait ces choses parce que c'est qui je suis. Calme, patient, content de laisser le travail parler à distance. J'ai soutenu son regard, mais j'ai 69 ans. Et j'étais assis sur cette chaise et 200 personnes ont ri. Et tu m'as pointé du doigt et m'as traité d'ennuyeux dans une salle remplie d'étrangers. Et cela m'a coûté quelque chose. Je ne vais pas prétendre que cela ne m'a rien coûté. La mâchoire de Julien était serrée. Ses yeux étaient pleins. Alors, voici ce qui va se passer, et je dis. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste. Je vais rentrer chez moi à Boulogne-Billancourt. Je vais trouver quelque chose chez le roi Merlin de véritablement intéressant. Et tu vas rester avec ça. Je l'ai regardé fixement. Pas comme une punition, mais comme une information sur qui est ton père, sur ce à quoi ressemble le calme quand il a en fait été attentif depuis le début. J'ai pris ma mallette. Ta fondation fait du bon travail, Julien. Du vrai travail. Continue. J'ai ajusté mes poignets, mais tu devras trouver tes propres investisseurs. Ce n'est pas de la cruauté. C'est juste la chose correcte à faire. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai posé ma main sur l'épaule de mon fils brièvement, fermement, comme le font les pères quand ils aiment quelqu'un et sont aussi furieux contre lui et n'ont pas de mots pour les deux à la fois. Puis j'ai serré la main de Maurice et j'ai embrassé Michel Legrand proprement comme on embrasse un homme qu'on connaît depuis 50 ans devant n'importe qui regarde. Parce qu'à 69 ans, j'embrasse mes amis et je ne m'en excuse pas. 50 ans, a dit Michel doucement contre mon épaule. 50 ans, et je dis. J'ai lâché prise, pris ma mallette, marché vers la porte. Jean-Pierre, a dit Maurice. Je me suis retourné. Il me regardait avec une expression que je reconnaissais parce que je l'avais vu une fois auparavant à la table un vendredi soir au Bristol. Quand il s'était détourné de l'observation de mon fils et m'avait regardé à travers une salle remplie de gens rieurs. Un respect discret, le genre qui n'a pas besoin de s'annoncer. Dîner vendredi, a-t-il dit. Seulement s'il n'y a pas de prix sur le menu, et je dis. Le coin de sa bouche a bougé. Évidemment. Je suis sorti. J'ai pris l'ascenseur pour descendre 43 étages, traverser le hall, pousser la porte sur l'avenue de l'Opéra.
Paris m'a reçu comme elle le fait toujours, bruyamment, indifféremment, magnifiquement, complètement indifférente aux événements sismiques privés de toute vie humaine individuelle. Je suis resté sur le trottoir un moment et j'ai laissé cela m'envahir. Le bruit, l'air d'octobre, froid et vif, de la façon dont seul l'air d'octobre à Paris l'est, les taxis, les gens se déplaçant dans toutes les directions avec l'urgence focalisée d'une ville qui n'a jamais envisagé de ralentir. Dans la poche intérieure de ma veste se trouvait un document que mon comptable avait décrit de manière conservatrice comme le genre de choses qui changent la forme d'une vie. Une participation de 15% dans un fonds d'infrastructure d'énergie propre que Maurice Beaumont avait passé 4 ans à construire discrètement et méthodiquement en quelque chose qui, au cours de la prochaine décennie, remodèlerait toute une industrie. Mon nom dessus. Jean-Pierre Martin, Boulogne-Billancourt. Retraité. Ennuyeux. Julien s'en remettrait. Je connais mon fils. Il est têtu et talentueux. Et sous la performance, sous le gala et le micro et les enchères et le doigt pointé, il est le garçon que j'ai élevé, le garçon que j'ai conduit à l'école sous la pluie. Le garçon à côté duquel je me suis assis dans les salles d'attente à 2 heures du matin avec une fièvre qui m'effrayait plus que je ne l'ai admis à quiconque. Il resterait avec ce qui s'est passé dans cette pièce. Il le retournerait dans sa tête. Il finirait par comprendre, pas bientôt, mais il finirait par comprendre de la façon dont cela devait être compris. Et quand il serait prêt, je serais à Boulogne-Billancourt, là où j'ai toujours été. J'ai marché vers le métro, je suis rentré chez moi, je me suis fait un café, je me suis assis dans ma cuisine, et pour la première fois depuis un vendredi soir au Bristol, quand mon propre fils tenait un micro et m'offrait à une salle remplie d'étrangers pour 1 euro. Jean-Pierre Martin se sentait exactement, complètement et sans excuse lui-même. Pas ennuyeux. Il n'a jamais été ennuyeux. Il était juste discret. Et la chose à propos des hommes discrets, la chose que Julien Martin commençait seulement maintenant à comprendre, 43 étages plus haut dans une salle de conférence sur l'avenue de l'Opéra avec les yeux de Michel Legrand sur la table et les paroles de Maurice Beaumont encore dans l'air. Et que le calme n'est pas la même chose que l'absence. Les hommes discrets voient tout. Les hommes discrets se souviennent de tout. Et les hommes discrets, quand ils décident enfin que le moment est arrivé, quand ils boutonnent leur veste et prennent leur vieille mallette en cuir et sortent d'une pièce qu'ils viennent de réorganiser complètement, les hommes discrets ne regardent pas en arrière. Ils n'en ont pas besoin. Cette histoire nous rappelle avec force que la valeur d'une personne ne se mesure jamais à l'éclat de ses paroles ou à l'exubérance de sa réussite publique. Jean-Pierre Martin incarne cette génération d'hommes qui ont construit leur vie sur des valeurs fondamentales comme la loyauté, la patience et la discrétion. Son fils, Julien, aveuglé par le besoin de reconnaissance sociale et par l'arrogance de sa propre réussite, a commis l'erreur fondamentale de confondre le silence avec l'ennui ou l'insignifiance. C'est une leçon magistrale sur le respect dû aux parents et sur le fait que nous ne connaissons jamais vraiment toute l'étendue des sacrifices et des actions passées de ceux qui nous ont élevés. La dignité dont fait preuve Jean-Pierre face à l'humiliation publique est la preuve même de sa véritable force de caractère. Maurice Beaumont et Michel Legrand agissent ici comme les gardiens d'une justice poétique, rappelant que dans le monde des affaires comme dans la vie, la parole donnée et l'amitié sincère ont une valeur inestimable, bien au-delà de n'importe quelle stratégie marketing. Julien a peut-être perdu un investisseur ce jour-là, mais il a gagné la leçon la plus importante de sa vie, comprendre que son père n'était pas l'ombre qu'il imaginait, mais le socle sur lequel tout son univers reposait sans même qu'il le sache. Et vous, avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir sous-estimé quelqu'un de votre entourage, ou avez-vous déjà été vous-même la cible de préjugés à cause de votre nature calme? Pensez-vous que la discrétion est aujourd'hui une faiblesse ou au contraire une puissance cachée dans notre société moderne si bruyante? Partagez vos expériences en commentaire.